Putain, qu'est-ce qu'il y a qui t'arrive? Bah, c'est que je suis un peu angoissé quoi, tu vois. Oui, ça, merci. Mais au sujet de... Non, le 2 c'est ok. Oh putain, mais qu'il est con. Comment que je suis con? Mais tu vois, mais tu viens à peine de parler que je commence à... Ferme-la. Juste, ferme-la. Alors, tu vas vraiment le faire, hein? Faire quoi? Commencer le dernier épisode? Mais c'est-à-dire que moi, je vais encore y passer, tu vois. Non, non, c'est pas vrai. Non, ça fait un petit moment que tu t'en tires à bon compte maintenant. À bon compte... N'empêche que c'est la fin, quoi. Faut bien faire avec sa condition humaine, l'ami. Tout a une fin. Toi, moi, et même vous, là. Si tu pouvais te passer de casser le 4e mur à longueur de temps, par contre... C'est que je suis pas maçon, moi. Ça, c'est question de déontologie, mon vieux. Tu vois? À défaut d'assurer la qualité du contenu, parce que les goûts et les couleurs, j'ai au moins le devoir d'assurer la sincérité du propos. Et puisqu'on a choisi de parler de la fin, j'ai bien l'intention de le faire sans me limiter. Quitte à nous faire retourner en dépression, hein. C'est l'état naturel de tout être vivant, ça. Faut pas t'en faire. Ah oui. On en est là, quoi. Absolument. Du coup, tu voudrais pas me tuer tout de suite? Comme ça, c'est fait. Certainement pas, mon petit père. Non, non. Chez moi, la mort, ça se mérite. Et moi qui ai escompté une échappatoire. Tu sais que Vogler, il a dit que les gens se sentent mieux quand ils assistent à une fin heureuse. Tout à fait. Mais ce brave Chris s'adresse à des auteurs qui cherchent à plaire. C'est pas notre cas? Non, nous, on se contente de faire. C'est le luxe de l'amateurisme, ça, tu vois. En contrepartie de quoi, on est fauché comme c'est pas permis. Mais arrête de t'en faire pour ça. Puisque je te dis que tout a une fin, de toute façon... Parlons donc de la fin. De la mort, en gros. Pas tout à fait, mais il y a de ça, il y a de ça. Plus exactement, on va parler des conclusions. Parce que tout le monde aime les conclusions. Et pour une fois, je suis d'accord. Et sur la plupart des séries, les mecs, ils gueulent pourtant. Et c'est là que ça couille, ton raisonnement. C'est assez paradoxal, mais je crois qu'en fait, ce qu'on aime tous, c'est l'idée que les choses aient une fin. Pour autant, d'assister à cette fin, de se l'avoir confirmée, c'est quelque chose qui nous rebute assez la plupart du temps. Quand bien même on l'appelle de tous nos voeux. Ça sent encore la prise de tête, ton truc. Viens, on fait une vidéo réaction sur le mercato de Ligue 1. Sûrement pas. Là, on a l'obligation morale de traiter le sujet. Ne pas parler de ce qui nous hante à ce point, ce serait tricher. À mon avis, les gens s'en foutent, tu sais. Ce qui tombe bien, puisque je m'adresse avant tout à moi-même. Avec ce genre d'argument, on peut plus débattre. Qui a dit que je voulais un débat? Tu pourrais pas plutôt être hanté par Ben, par quoi? Ben, je sais pas, je cherche, voilà. Faut être complètement désespéré pour être tourmenté par un truc pareil. Ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet qui a l'air de trotter dans la cervelle des plus cyniques, autant que dans celle des plus optimistes. C'est un paradoxe. Moi, c'est bien, professeur Buff, bravo. Va chercher un cookie. La récurrence obsessive de la fin se trouve en effet dans les imaginaires les plus extrêmes. Il était donc impensable que je termine une série qui traite de l'imaginaire sans m'y consacrer. Allons-y donc, qu'est-ce que la fin dans notre imaginaire? Ah, la boîte à cookies est vide. Ah oui, ben ça, oui. C'est la fin, quoi. On a souvent tendance à faire le raccourci que parler de la fin, c'est parler de la mort. Si la simplification est certes commode pour les piliers de la machine à café, il est cependant évident que ce n'est pas cette sorte de fin-là qui travaille nos imaginaires féconds en angoisse et en rêverie. Parce que, dans ces fins-là, on réfère le plus souvent à un marqueur physique, à quelque chose de tangible et palpable qui s'arrête, qui cesse d'exister à nos sens usuels. Mais ce n'est pas ce genre de fin qui m'intéresse ici. Toute fin, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, quel que soit son fond, est lourde de sens. Le plus souvent, surtout, et pour une raison apparemment contradictoire, parce qu'elle implique que la chose en question, qui est finie, a eu un début. Tu es sûr que c'était pas ma réplique celle-là? Absolument certain, oui. Parce que donner un début à quelque chose implique qu'il a existé un monde où cette chose n'existait pas. Tu peux donner un exemple concret parce que là... Disons le temps. Par exemple, ce qui est angoissant dans l'idée qu'il est une fin, ce n'est pas qu'il s'arrête à un moment donné, mais que s'il s'arrête, c'est que donc, il a commencé. Et que, conséquemment, le monde, ou l'univers si vous préférez, a existé sans le temps. Ce qu'il y a de vertigineux dans cette idée, c'est que rien, pas même le temps, n'échappe à la fin. Un exemple moins... abstrait? Eh bien j'y viens. Ce qui nous dérange viscéralement, je crois, dans la fin d'un bouquin, d'un film, d'un jeu, d'une série, de ce que vous voudrez, c'est que l'on va retourner à un monde où le bouquin, le film, le jeu ou la série n'est plus en train de vivre. Parce que, pire que la fin physique, à mon sens, il y a la fin de l'imaginaire, la fin d'un rêve, la fin d'une réalité.
À mon avis, c'est de là qu'on peut expliquer, au moins en partie, le succès des MMO, des remakes à tout va, des subs à rallonge et des feuilletons qui durent depuis bien trop longtemps. Ça n'a rien à voir avec leur potentielle qualité, mais avec le fait que ces mondes, il faut bien les appeler comme ça, perdurent sans une limite de fin. De là aussi, à mon avis, que certaines personnes aient du mal à s'immerger corps et âme dans une fiction. Parce que faire l'expérience viscérale d'une histoire, c'est mettre la réalité qu'on est en train de vivre en pause. Et ça, d'admettre que sa vie est une réalité faite de conventions, d'admettre que sa vie n'est pas la réalité unique et universelle, ben ça fout les jetons, Bébamba. Ça fout les jetons. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus à la subir, mais qu'on a le pouvoir de choisir ce qui la façonne. Ça veut dire qu'on a une liberté de démiurge dessus. Et la liberté, on a beau l'adresser comme un étendard dans tous les débats, ça reste quelque chose qui effraie la plupart d'entre nous. Surtout quand on se rend compte de toutes les responsabilités auxquelles ça contraint. Quand je disais que c'était un épisode pour dépressifs... Ça, c'est parce que tu ne me laisses pas aller jusqu'au bout de mon idée, tu vois. À plus d'un titre, la fin est un réconfort rassurant, en fait. Ah mais non, mais attends, mais tu as dit que les Non, gens... mais tu as laissé parler, oui. Merde. Oh. Les feuilletons ou les MMO ne perdurent jamais longtemps en se passant de fin en réalité. L'achèvement d'une campagne, la conclusion d'un arc, on en a plein tout le long de l'aventure. Autant on peut avoir une peur bleue de la fin, autant on est incapable d'en supporter longtemps l'absence. La fin d'un acte, dans une structure classique qui en a 3, nous fait expérimenter ce phénomène d'un achèvement avant la fin. L'acte 1, le plus souvent, marque une césure radicale dans un récit standard. La fin est aussi difficile à assimiler qu'à créer. On a pléthore d'exemples où la fin finale se fait bien trop attendre dans un récit. Dans bien des occurrences, on se retrouve même avec des fins ouvertes, parce que c'est une manière, discutable à mon sens, de conclure sans pour autant terminer. Et les gens qui ont déjà insufflé de la vie dans des mondes imaginaires, soit en les créant, soit en s'abandonnant dans un autre, savent de quoi je parle quand je dis que c'est difficile d'instaurer une fin. La phobie des spoilers tient son origine de là, à ce qu'il me semble. De même, cette tendance est discutable là aussi, des créateurs qui commencent des œuvres et continuent de les inventer au fur et à mesure. De là aussi les fins qui nous paraissent trop étirées. Dites-vous bien que si vous le ressentez vous en tant que spectateur ou lecteur, l'auteur à l'ingénierie le sent bien, lui aussi. Mais de la même manière qu'on s'attache à maintenir en vie une personne diminuée, ou à entretenir une situation devenue nocive, donner une fin à quelque chose, c'est décréter que ce quelque chose n'est pas indispensable au monde que nous percevons. C'est décréter qu'il existe un autre monde que le nôtre intrinsèque. Et ça fait mal à l'orgueil. Outre la propension millénariste de certains, c'est ce qui amène ce penchant marqué pour les apocalypses dans beaucoup de récits. On peut trouver exagéré que les auteurs mettent presque systématiquement le sort du monde en jeu dans leurs histoires, et parfois pour des causes très locales. C'est ce principe admis des fins intermédiaires qui donne naissance à des actes 2 qui sont sombres à souhait. Parce que, comme l'a dit le pote Chris, ça fait désordre de terminer sur une note négative. Du coup, à la place, on balance tout ce qu'on a de dark et de trop deep dans les actes 2. Dans une structure narrative classique, d'ailleurs, le milieu de l'histoire, donc le deuxième tiers de l'acte 2, grossièrement, a une zone aménagée exprès pour mettre le héros au fin fond du gouffre. Certains s'en donnent tellement à cœur joie et le font tellement bien que ça en est navrant de les voir se renier dans l'acte 3. C'est dans ces passages-là qu'on constate à quel point la fin est une entité réconfortante. Votre film dure 2 heures, au bout d'1 heure, vous voyez votre protagoniste s'effondrer comme c'est pas permis pendant un quart d'heure, et c'est jouissif, parce que vous savez qu'il reste 3 quarts d'heure de pellicule avant la fin. 3 quarts d'heure pendant lesquels le héros va se relever et se révéler jusqu'à sa quintessence. La mort symbolique de ce passage-là, on aime la voir parce qu'on sait que ce n'est pas la fin, parce qu'on est habitué à ce que les choses s'améliorent à la mesure de ce qu'elles se sont d'abord aggravées. Parce qu'on sait que la fin est inéluctable et que invoquer la mort au milieu de son histoire, ça permet de cocher la case pour ne pas la voir quand viendra la fin. Ça induit que le protagoniste peut en venir à bout et que donc, nous aussi, on est en mesure de surmonter notre propre finitude. Sauf que ça marche tant que vous jouez en mode facile, avec la version censurée de l'existence, tant que vous restez dans les imaginaires de créateurs qui sont relativement en paix avec cette question de la fin des choses. Mais, au-delà de ces chaumières de fortune, au-delà de ces enclos, il y a toujours des auteurs qui errent,
là dehors, en quête de réponse à la question qui hante le monde depuis l'ombre de sa naissance, depuis que le monde a compris qu'il avait eu un début. Qu'est-ce que la fin ? Pour beaucoup d'inventeurs de monde, créer revient à s'affranchir des limites de notre incompréhension, à devenir le démiurge de mondes qui ne dépendent plus que de nous. C'est un sentiment diffus mais constant que l'on retrouve souvent dans l'insouciance générale qui caractérise les premières œuvres. Ces œuvres où l'on voit des dieux enfants, qui prennent conscience de leur fantastique pouvoir sans mesurer que leur monde fantasmé, au même titre que tous les autres mondes, seront toujours limités à leur narration. Si l'on peut certes faire de nos héros des vainqueurs de la mort, on ne peut jamais leur faire gagner la partie contre la fin. Parce qu'elle est toujours là, parce que le simple fait d'exister incombe qu'il y ait une fin qui nous attende, quelque part, en un point du temps. Même dans une happy end, les personnages meurent au monde quand s'achève le récit. Et tout récit doit s'achever, inévitablement. Le fait qu'une fin soit inéluctable devient une angoisse vertigineuse et terrifiante. Et ce n'est pas de la peur naturelle de la mort dont je parle, mais bel et bien de la peur de la fin. Non quand on fait face à une nouvelle épreuve ardue et difficile, un nouveau défi à relever, une nouvelle occasion de faire ses preuves, mais quand, tout au contraire, il n'y a plus du tout de combats à mener, quand les choses sont finies. Hors du cadre de nos imaginaires, on constate déjà les effets désastreux d'une telle situation sur les esprits qui ont atteint tous leurs objectifs. On pourrait croire que c'est une bénédiction, mais avoir comblé toutes les attentes de sa vie, c'est comme arriver à la fin de sa propre histoire, parce qu'on envisage nos vies comme des histoires. La fin d'une histoire, c'est la fin d'un imaginaire, c'est la fin d'un monde. Et c'est alors qu'on est contraints à un renouveau, contraint de recréer un monde. La fin n'est pas une ennemie que l'on cherche à combattre, ce sont là des batailles dont on ressort toujours perdant. Loin d'être une adversaire, la fin est l'allié primordial du renouveau. La fin d'un monde est l'épiphénomène qui insuffle l'énergie du prochain début. Car une histoire est faite avant tout pour nous donner une fin. On le constate chez la plupart des techniciens de la narration qui font découler leurs actes 1 et 2 après avoir fixé l'acte 3. C'est en cela qu'une histoire ne remplace pas seulement la vie mais est plus que la vie physique et bassement pragmatique. Une histoire ne cherche pas à vivre tant bien que mal mais à nous transmettre sa fin. La singularité originelle qu'on ne découvre qu'après un long et éprouvant voyage par les horizons des événements. Le point où la lumière et les ténèbres ne s'affrontent plus, mais se complètent l'une l'autre dans l'harmonie qui nous a échappé tout le long. Une histoire est une existence par procuration jusque dans sa finalité. Faire l'expérience d'une histoire, c'est faire l'expérience d'une vie. Ceci est la raison d'être d'une histoire. Si l'on se dit qu'on se raconte des récits depuis l'époque des cavernes, je crois que l'on peut pousser le raisonnement jusqu'à nous dire que vivre, c'est faire l'expérience de l'existence, mort incluse. Et toutes les histoires portent en elles que la mort est la porte vers un renouveau. Mourir, pour une personne comme pour une histoire, du moins j'aime à le croire, c'est se donner un renouveau, une occasion de tout réinventer, de renverser le plateau de jeu et inaugurer la partie d'un autre jeu, d'un jeu différent, duquel nous n'avions pas conscience jusque-là. Mourir, c'est créer. La fin d'un récit ne signifie pas l'arrêt de son existence. Comme on l'a induit dans le précédent épisode, il y a autant de versions d'une histoire qu'il y en a de récipiendaires. Une histoire continue d'exister tant qu'il y a des âmes pour les vivre et en faire l'expérience. Peut-être en va-t-il d'une histoire comme il en va d'une personne. Peut-être que l'on ne meurt que quand il ne reste plus personne pour ressusciter ce qui fut notre vie et nos souvenirs. Les acteurs qui se transfigurent en des dieux dès qu'ils montent sur scène font la fréquente expérience de ce phénomène étrange. Ils donnent naissance, ex nihilo, à des entités d'un autre monde, d'un monde incréé. Et, comme on l'a dit, la naissance, ou le début de quelque chose, porte toujours en elle sa fin. Le récit et la création d'une manière plus générale n'est pas un refuge stérile où l'on s'abrite pour éviter de vivre dans le monde qui est appelé réalité par la plupart. Tout au contraire, c'est un outil pour refaçonner le monde qui a pour nom réalité, pour le remettre en question et le reconstruire d'une manière différente. Créer, c'est mourir à un monde pour en faire émerger un autre. C'est pour cela que le point technique des archétypes est à ce point changeant et libre d'interprétation selon les époques et les cultures qui les mettent en récit. Comme tout en matière de technique de narration, on ne parle jamais de ce qui est, mais de ce que l'on ressent.
C'est aussi pour cela qu'aucune technique de narration n'est une formule précise pour réussir une bonne histoire. Parce que si on parle sérieusement de création, bien et mauvais sont des notions qui n'ont plus cours. Le seul indicateur qui puisse encore faire office de mesure, c'est la sincérité déployée au moment de l'exécution. Alors, pourquoi fait-on des récits, au final, puisque de toute façon, tout a toujours une fin? Eh bien, je crois qu'on crée pour changer le monde. Pas un changement radical et révolutionnaire, ça dépend d'au moins un bon milliard de paramètres qui sont hors de notre contrôle. Mais pour changer le monde d'un iota, pour le changer un tout petit peu, pour ouvrir la voie à la création pour qui le hasard aura réglé favorablement ce bon milliard de paramètres. C'est de cela que je parle quand je parle de transmission. Votre création à vous, autant que la mienne, va très certainement passer dans l'anonymat le plus total. Vous y investirez des quantités de temps et d'énergie surhumaines et le monde y restera globalement indifférent. Question de statistiques, mais c'est une pierre de plus, parmi les trilliards d'autres qui sont nécessaires pour paver le chemin de l'œuvre que le hasard mettra en état de grâce. C'est en cela que les récits sont la seule forme de vie capable de s'affranchir de la mort et de la fin. Alors, l'auteur de la création fatidique sera certainement bourré de talent, je ne prétends pas le contraire, mais à mon avis, pas spécialement plus talentueux que les millions d'autres créateurs qui auront préparé sa route. Qu'une œuvre change le monde, c'est très majoritairement une question de hasard. Être talentueux et investir une énergie surhumaine, ce n'est qu'un critère élémentaire, si cruel que ce soit. Et puis, de même qu'en science, attribuer toute la réussite d'une nouvelle compréhension des mondes à un seul individu revient à oblitérer la somme d'efforts colossal dont il est l'héritier. Sans Copernic, pas de Galilée. Sans un Galilée, pas de Newton. Sans un Newton, nul Einstein. Et encore, je ne mentionne que ceux dont l'histoire a retenu le nom. Sans les avancées très mineures d'une infinité insoupçonnable d'anonymes, je suis sûr que nous n'aurions eu aucun d'entre eux. Ça n'enlève rien au génie créatif d'Einstein et consorts, bien sûr. Seulement, je ne suis pas du tout certain que tous les autres anonymes dont on n'a jamais entendu parler aient été moins géniaux, en fait. Et y compris ceux qui se sont plantés. À mon sens, il ne fait aucun doute que leurs erreurs ont servi, démontrant des écueils, des impasses et des fausses pistes qui ont permis à Einstein et aux autres de ne pas s'y fourvoyer. Le cheminement est plus difficile à retracer en matière de création, principalement parce que la nature n'a pas son mot à dire dessus. Mais le processus est identique. La trilogie de Jackson n'aurait pas été la même sans les ratés de Bakshi ou Torika avant lui, et elle n'aurait pas été la même sans les trousaines de gens dévoués qui y ont travaillé, mais dont on n'a pas retenu le nom. Enfin, elle n'aurait pas été la même sans au moins un bon milliard d'autres paramètres qui tiennent essentiellement du hasard. Dans toutes ces alternatives, l'abnégation de Jackson pour sa trilogie reste inchangée pourtant. Croire que réussir une œuvre n'est qu'une question de travail et de volonté est une erreur grossière que font souvent ceux qui n'ont jamais pris le risque d'essayer. Travail et volonté sont indispensables, oui, ça c'est certain, mais ce ne sont que deux paramètres parmi, encore une fois, un bon milliard d'autres qui ne dépendent aucunement de vous. Et l'un des principaux de ces paramètres, ça reste encore et toujours la qualité de réception du monde auquel vous offrez cette œuvre. Les techniques de narration et de création en général donnent des pistes pour manipuler cette attention, mais en définitive, vous n'avez pas du tout la main dessus. Ce qui va faire qu'une œuvre changera le monde ou non, c'est bien la manière dont elle est reçue par le monde, c'est sa fin. Pas la fin de son exécution, mais la fin de son existence entre vos seuls neurones. Vous êtes un créateur, oui, mais le reste du monde l'est aussi, y compris ceux qui n'ont jamais écrit ou dessiné quoi que ce soit, y compris ceux qui sont analphabètes. La fin de votre part de création marque le début de celle du reste du monde, de tous les mondes qui, un jour, peut-être, ou peut-être pas, continueront de créer ce que vous avez insufflé, ce à quoi vous avez donné l'opportunité de pouvoir être.